Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, Vettel s'inquiète pour Alonso chez Aston Martin. Un mauvais départ dans la nouvelle réglementation qui sera dur à corriger selon lui. Les gens sont en place, la nouvelle usine est en construction, tout se met en place, mais ça prendra du temps. Il y avait une énorme chance avec les changements de réglementation cette année, mais nous sommes tombés dans le même piège que beaucoup d'autres. Certaines équipes ont peut-être eu un peu de chance en concevant une voiture autour d'une hauteur de caisse qui fonctionnait. Maintenant, nous avons ce règlement jusqu'en 2026. Donc les équipes qui ont pris un bon départ auront une longueur d'avance sur les équipes qui ont pris un mauvais départ. Et le plafond budgétaire signifie que vous ne pouvez pas simplement consacrer de l'argent et des ressources au problème pour rattraper votre retard. Vettel admet que ça a pesé dans sa décision. Les 2 ans ont été difficiles parce que la voiture n'était pas compétitive, aussi compétitive que nous l'espérions. Cette année, nous voulions faire une amélioration significative par rapport à l'année dernière. On a échoué. Nous sommes actuellement là où nous avons terminé l'année dernière. Je ne pointe pas du doigt qui que ce soit et je ne dis pas que nous avons fait du mauvais travail. Je suis juste réaliste. Nous avions de grands espoirs mais ça n'a pas réussi. Alonso aura donc une grosse tâche devant lui. Un conseil à lui donner ? Fernando n'a pas besoin de conseils. Je suis pas sûr qu'il suive les conseils, mais il n'en a pas besoin de toute façon. Il est là depuis si longtemps, il en a tellement vu. Il se débrouillera bien, mais ça ne sera pas évident. Ouais, après, faut voir, parce que c'est vrai que 6ème à Suzuka, quand même, Vettel, bon après, le pilote joue aussi, hein. Il n'y a pas que la voiture. Dans des conditions comme ça, surtout, il a fait une superbe course, Vettel, à Suzuka. Je crois que c'est la meilleure course de sa saison, hein. Clairement, là, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner à Aston Martin l'année prochaine Je pense, effectivement, qu'ils seront moins bien qu'Alpine. Après, ils vont peut-être progresser quand même, hein, d'ici la fin de saison encore. Donc, bon, ne pas les enterrer trop vite. Aston Martin, je pense qu'il y a une grosse marge de progression pour cette équipe quand même. Mais je pense qu'en 2023, Alpine sera encore devant. Peut-être pas en fin de saison, mais en début de saison, au milieu de saison, ouais. À voir, on verra si mes prédictions se révèlent juste ou pas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le calme qui précède la tempête ? Bah là, elle aura lieu quand la tempête là ? On se pose tous la question, hein. Red Bull se le feu des critiques pour avoir dépassé la limite de dépenses en 2021. La presse du Royaume-Uni espère que la FIA et la Formule 1 tiendront parole. La presse britannique réclame des sanctions drastiques à l'encontre de Red Bull pour avoir dépassé la limite budgétaire. Il rappelle les remarques de Ross Brawn lors de la présentation des nouvelles règles il y a 3 ans, dans lesquelles il avait prévenu que toute infraction serait sévèrement punie. Lundi, la FIA a signalé une violation mineure pour Red Bull de la limite de dépenses qui a été dépassée de moins de 5% par la marque de boissons énergétiques. La fédération n'a pas encore rendu public la sanction qu'elle pourrait encourir. Ça pourrait être une amende financière, mais aussi une éventuelle perte de titre par Max Verstappen, donc à Abu Dhabi. Bon, honnêtement, il y a peu de chances que ça arrive, c'est bien dommage, mais bon. N'espérez pas ça, malheureusement, les fans de Mercedes. Ça aurait été une infraction majeure, selon leur règlement, là, magnifique. Peut-être qu'il y aurait eu des chances que ça arrive, mais là, mineur, ça me paraît un peu gros. Après, bon, pourquoi pas, mais bon, j'espère pas de ce côté-là, je pense. C'est mort. La presse britannique, dans les médias tels que The Race et Planète F1, a commencé à faire pression pour que la FIA intervienne de manière drastique dans cette sanction. En outre, il rappelle que lors de la présentation de ce nouveau règlement, en 2019, Brawn a signalé que le non-respect du règlement entraînerait la perte du titre, comme ça peut être le cas de Verstappen, l'an dernier. Le règlement financier constitue un changement radical en Formule 1. Nous avons déjà essayé dans le passé, mais nous n'avons pas réussi. Les sanctions en cas de dépassement des règles seront sportives en fonction de la gravité de chaque excès. Si vous enfreignez la règle de manière frauduleuse, vous perdrez le titre. Donc, ne pas suivre les règles a de sérieuses conséquences. Ça date d'octobre 2019. Le patron de l'équipe Red Bull, Horner, a prévenu pendant le confinement qu'il pourrait arriver que certaines structures dépassent la limite de dépenses de moins de 10%. Le Britannique affirme que ce n'est pas la meilleure idée pour améliorer la Formule 1 et rappelle qu'il a proposé l'option pour les meilleures équipes de mettre en vente leur voiture de l'année après le Grand Prix d'Abu Dhabi et ainsi aider les équipes moins importantes à améliorer leur performance. Il avait vraiment proposé ça, je me rappelle plus. Ça, c'est un peu grotesque là quand même. Hein. L'argent est un sujet brûlant parmi les équipes de F1 aujourd'hui. Le problème est que l'objectif de cette règle n'est pas entièrement compris, car nous dépenserons tous à la limite plus 10% supplémentaires. Il est impossible de comparer les coûts de Ferrari, de Haas, de Red Bull, d'AlphaTauri. Il s'agit de structures complètement différentes et de modèles économiques qui ne sont pas du tout similaires. Je suis tout à fait favorable à la réduction des coûts, mais je pense qu'il existe de meilleures façons de rendre la F1 meilleure. Si l'objectif est d'aider les petites équipes, je serais tout à fait disposé à leur vendre notre voiture après Abu Dhabi. Pour qu'ils puissent l'étudier, quoi, en gros. Beaucoup dépensent des fortunes pour copier les autres, et ça aurait du sens pour tout le monde. Ils gagneraient en performance avec une voiture de client, et économiseraient pour l'avenir afin de construire leur propre voiture.
Et il aurait vendu ça à qui? Notre ami Horner? À AlphaTauri, bien sûr. Bah oui. Pourquoi pas? Allez, 4 Red Bull sur la piste. Excellent. Non mais il doute de rien, lui. Hein. On ne sait pas encore quelle sanction la FIA infligera à Red Bull pour cette infraction, mais il est bon de rappeler que mercredi prochain, le Conseil mondial se réunit. Et que dans le domaine de la F1, ce sera l'une des questions les plus importantes. Ah oui, alors mercredi prochain, pas celui-là, l'autre, le 19 quoi. Ok. En outre, un éventuel changement dans la distribution des points pour les courses raccourcies qui se terminent au drapeau damier, comme ce fut le cas au Japon, pourrait également être évoqué. Oui, ça pourrait être pas mal. Réécrire un peu ce règlement. Donc voilà, tout ça pour dire que Horner avait prévenu, effectivement, que tout le monde dépasserait. Bon, il n'y a que Red Bull au final qui a dépassé de moins de 5%. Mais de ce côté-là, il a tenu parole. Christian, il a bien dépassé, bravo. Voilà. Bon, à voir donc peut-être des nouvelles mercredi 19. Je n'en sais pas plus que vous. Je vous laisse commenter, ciao. Red Bull pense avoir plus mérité le titre cette année. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais en fait, il se fout de notre gueule jusqu'au bout, hein, voilà, c'est terrible. Donc, il compare le titre acquis en 2022 par rapport à 2010. Et les années 2010 d'ailleurs. 2011, 2012, 2013. Différent mais tout aussi satisfaisant, je me souviens du premier championnat des constructeurs au Brésil en 2010. On n'y croyait pas. On ne croyait pas que nous pouvions y arriver, c'était une attente. C'était ensuite un énorme soulagement, mais cette fois, si, c'est un peu plus comme si nous n'avions plus mérité, et que nous étions là à juste titre, plutôt que d'avoir un peu de chance. Vous avez mérité votre titre en dépassant le budget 2021. Ok, ce qui a joué sur 2022 du coup. Je suis ravi pour tous ceux qui travaillent pour l'équipe, qui soutiennent l'équipe. Honda, il y a beaucoup de gens à Milton Keynes qui font un travail merveilleux. Nous avons affronté les plus grands constructeurs automobiles du monde, et nous les avons battus. J'ai vu un Max plus assuré, avec ses propres performances. Des déceptions comme Bahreïn et l'Australie ne nous l'ont pas fait dérailler. Vous voyez une certaine sérénité en lui, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. L'année dernière, c'était une année tumultueuse avec Lewis. Il s'était battu jusqu'au bout. Cette année, dans l'adversité, il a fait preuve d'un niveau incroyable d'habilité et de compétence. Nous avons été un peu chanceux si vous regardez l'Espagne. Nous n'aurions pas dû gagner cette course, mais nous l'avons fait. J'ai vu un Max plus mature, qui pilote mieux, que je ne l'ai jamais vu. L'ingénieur explique que l'équipe a vraiment commencé à croire au titre à Zandvoort. Aux Pays-Bas, je pense qu'à Monza, nous avons eu un peu de chance. Jusque-là, on ne voulait pas se laisser aller. On se disait qu'il fallait vraiment se planter si on devait perdre. Mais il ne faut jamais considérer que c'est acquis. Charles Leclerc est un sacré pilote, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vraiment senti que le championnat était dans la poche jusqu'à ce qu'il le soit. Ouais, bon, j'ai rien de plus à ajouter. Voilà. Ils sont un peu déconnectés chez Red Bull, je crois. Comment ils peuvent dire qu'ils méritent plus le titre que dans les années... Bon, à l'époque, il n'y avait pas de plafond budgétaire, donc chacun faisait ce qu'il veut, quoi, avec l'argent qu'il voulait. Mais au moins, ils n'avaient pas triché à l'époque. Ils n'avaient pas dépassé le plafond, ce qui procurait un avantage illégal et antisportif face aux concurrents. Voilà, je vous laisse commenter. Ciao. Comment Mercedes s'est adapté au plafond budgétaire? Les données financières de Mercedes reflètent l'impact du plafond budgétaire sur l'une des écuries les plus fortunées de la F1. Ah ah! Alors voyons s'il y a des chiffres intéressants. Avec l'introduction d'un plafond budgétaire de 150 millions d'euros au taux de change actuel en 2021, dont sont exclus certains frais, les dépenses de Mercedes Grand Prix sont passées de 370 millions d'euros en 2020 à 339 millions d'euros l'an passé, soit une baisse de plus de 30 millions d'euros malgré un calendrier plus fourni avec 22 courses contre 17 précédemment. Cette baisse des dépenses a contribué à une augmentation non négligeable de bénéfices qui était de 15 millions d'euros en 2020, puis de 78 millions d'euros en 2021. C'est aussi grâce à un chiffre d'affaires plus élevé passé de 405 millions d'euros à 437. La maison mère Mercedes-Benz AG n'a ainsi pas eu besoin de participer au budget, cependant la marque à l'étoile continue de financer la branche High Performance Powertrains qui conçoit et produit les unités de puissance. Autre chiffre symbolique de l'impact du plafond budgétaire, le nombre d'employés de l'écurie a dégringolé à 1004, alors qu'il était passé de 1016 en 2019 à 1063 en 2020. Dernière année sans plafond. Ce sont les départements de design et d'ingénierie qui ont subi cette baisse. La plupart des autres secteurs n'étant pas compris dans le plafond, le nombre d'employés a chuté de 906 à 831. En revanche, le secteur administratif compte désormais 173 personnes contre 157 précédemment, plusieurs recrues ayant notamment aidé à assurer le respect du plafond. Toto Wolff déclare que respecter le plafond a été douloureux, mais a rendu l'entreprise plus rentable. Ce qui est arrivé en F1 est qu'en fixant une limite de dépenses à la majeure partie des sources de coûts dans l'équipe, nous avons dû nous restructurer et modifier nos procédures. Malheureusement, aussi licencier des gens, afin de respecter le plafond budgétaire. C'est particulièrement douloureux quand on entend parler d'écuries qui n'ont pas fait ça. Mais qui
Iviski, hein, je vous pose la question, évidemment. Nous sommes passés soudain d'une organisation qui dépensait sur l'ingénierie, afin d'obtenir les meilleures performances, à la nécessité d'une structure qui devait tout analyser, du moment de l'achat des pièces jusqu'à leur déploiement sur la monoplace, en passant par la production et la logistique, et fixer la priorité de ce que l'on met sur la voiture. C'est super douloureux et difficile. Cependant, du point de vue des finances, le plafond budgétaire a changé le business model et a transformé notre entreprise tout juste rentable en un business avec 25% de marge sur les bénéfices avant intérêts et impôts. D'après Wolf, le département administratif s'est développé encore davantage cette année. J'anticipe les comptes 2022, mais nous avons 30 personnes de plus côté financier, 8 personnes de plus côté juridique, 50 têtes de plus côté marketing, communication, sponsoring, tout ça afin de gérer le plafond. Il cite un exemple supplémentaire. Ce ne sont plus les ingénieurs expérimentés qui font passer les entretiens d'embauche aux potentiels recrues. Imaginez le processus de recrutement. Auparavant, un ingénieur recrutait un candidat, ou menait les entretiens avec les candidats. Primo, on ne peut pas se le permettre, quant à l'utilisation de son temps de travail. Mais secondo, nous ne savons pas si nous pouvons nous le permettre financièrement. Il doit être donc en lien avec les ressources humaines, qui doivent être en lien avec les finances. Dire que nous avons besoin d'un autre employé qui nous coûte 45 000 livres par an, et demander si nous pouvons nous le permettre. Comme Ferrari et Red Bull, Mercedes a déplacé une partie de son personnel vers des projets qui ne sont pas liés à la F1. En sciences appliquées, nous avons la Coupe de l'Amérique, ainsi que divers autres projets dans l'ingénierie de performance. Nous ne voulons pas être une boutique d'ingénierie qui propose des services à l'industrie. Ce sont vraiment les records qui comptent. Sur terre, sur mer, dans les airs et dans l'espace, où que ce soit, c'est un domaine pour nous. Très bien, ben voilà. Alors, ça fait beaucoup de chiffres à retenir. Hein. Donc voilà comment dépasser, ne pas dépasser justement un plafond budgétaire. Prenez-en de la graine Red Bull. Ciao. Alors Vettel, Alonso était un peu agressif en fin de course selon Sébastien. Ah bah c'était chaud, hein. On l'a pas vu à la télé, mais 11 millième quand même, hein. 1 mètre. Eh bien c'était très serré, a déclaré Vettel à propos de cette lutte finale avec Alonso. Je dirais qu'il a été un peu agressif. Mais oui, il y a eu un peu de confusion parce que j'ai perdu la radio et j'ai regardé les panneaux des stands. Je pense que la direction de course a changé d'avis sur la durée d'épreuve. Je ne savais pas. Je pense que nous en sommes sortis. Une petite vidéo, tiens. Allez, vas-y. Let's go. Okay, mate. You've got loads of energy. Use energy, and this will be the checkered flag at the end of this one. Alonso 0.8 behind 0.7. Press and hold overtake. This is the last lap. This is the last lap. Press and hold overtake. Use your energy. You've got loads of it. 0.6 for Alonso. Keep pushing, keep pushing. Il y va, Fernando. Oh, ça touche. Ça glisse un petit peu, là. Oh. Putain, pour 11 millième, il l'a pas eu, quoi. Oh, le seum. Use your energy. Use your energy. We got him. We got him. You beauty. What position we ended up? Okay, that's a timing screen here says 7th. Il y avait Russell derrière qui regardait ça au loin. Eh ben, beau finish, hein, franchement, entre les deux. Dommage qu'on n'ait pas vu à la télé, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté, du coup. Alors, ils se sont touchés d'ailleurs au premier virage aussi, les deux, là. Décidément, ils se sont pas quittés de la course. Enfin, ils se sont un peu quittés, mais ils se sont retrouvés, on va dire. Concernant l'incident du premier tour, il a expliqué, nous sommes touchés, je suis passé à gauche parce qu'il avait pris un mauvais départ. Et que j'avais pris un bon départ. Ensuite, j'ai eu beaucoup de patinage et de aquaplaning. Et j'ai en quelque sorte perdu la voiture, puis je l'ai touché. J'ai totalement perdu la voiture. Mais on a fait une belle remontée en fin de compte. Le club champion du monde a reconnu que la possibilité d'un passage précoce aux intermédiaires lors du restart avait été envisagée par l'écurie. On en a parlé, l'équipe a mis quelque chose au point et j'ai finalement pris la décision finale en jaugeant les conditions de piste, mais ça a fonctionné. On a tiré la voiture vers le haut, là où elle est probablement pas à sa place. On a même séparé les Alpines, qui sont beaucoup plus rapides que nous normalement. Mais on a réussi à tenir le coup, j'ai vraiment savouré ce week-end, et j'aime tout de cet endroit. Honnêtement, dans l'ensemble, ça n'a pas d'importance. Quand on lui pose la question de savoir si le fait d'obtenir des bons résultats au cours de ces dernières courses c'était une bonne chose afin de contredire toute l'idée de relâchement. Ça n'a pas d'importance, ça n'a d'importance que pour moi, je veux dire, je vis évidemment pour les résultats et la victoire. Je l'ai fait toute ma vie, ça sera différent, mais je suis heureux d'avoir réalisé de belles choses ici en particulier. Ouais, bah Vettel, il fait plutôt une bonne fin de saison, je trouve. Il a commencé plutôt moyennement la saison, hein. Il a loupé 2 courses, on se souvient à cause du Covid aussi, remplacé par Hülkenberg, donc là, il finit d'une belle manière sa carrière en ce moment, je trouve. Voilà. Il atomise un peu Stroll aussi, alors que c'était pas forcément le cas en début de saison. Je vous laisse commenter. Mercedes sait ce qu'elle doit corriger pour devenir performante en 2023. L'équipe allemande comprend pourquoi la W13 a échoué.
Alors, j'ai l'impression de lire ce genre d'article tout le temps en fait. C'est pas le premier qui est tombé là sur ce sujet. Donc, est-ce qu'il va nous dire des choses nouvelles? Mike Elliott, nous sommes évidemment très impliqués sur la voiture l'année prochaine. En ce moment, pour ce qui est de prédire les temps autour dont nous avons besoin, c'est pas évident. Nous avons été très proches lors de certaines courses cette année. En fait, notre niveau de performance en course a été décent sur le nombre d'épreuves, tandis qu'on était loin à d'autres reprises. Nous avons essayé de comprendre pourquoi, et je pense que c'est désormais le cas. Nous savons ce que nous devons corriger. Je ne vais bien sûr pas donner de chiffres, car ce serait en dire beaucoup. Mais je pense que c'est dans les limites de ce qui est possible de trouver. Alors si nous travaillons assidûment pendant l'hiver, j'espère que nous pourrons nous retrouver en position de nous battre à l'avant. Ouais, ça reste assez vague hein, quand même. En même temps, oui, comme il dit, faut pas qu'il en dise trop non plus, parce que ça va titiller les autres équipes. Il est très difficile de répondre à cette question. En fait, on lui a demandé si la W13 actuelle serait meilleure à la manche d'ouverture à Bahreïn. Vous pouvez estimer une performance théorique ajoutée à la voiture, mais nous étions très affectés par le rebond en début de saison. C'est donc compliqué de donner un chiffre à l'inverse si notre situation était toujours la même aujourd'hui. Je pense que nous aurions été sur la dernière ligne à Suzuka. L'ensemble de la grille a donc considérablement progressé. Ok, bon bah voilà. Nous verrons donc ce qu'elle vaut la W14, évidemment l'année prochaine. Allez, dépasser un peu le budget, Mercedes, c'est bon, ce sera une petite tape sur les doigts, une petite amende, ça ira. Vous en faites pas, faites comme Red Bull, faites comme les copains, vu qu'apparemment tout est permis en F1. Ciao. Alors, news rapide pour vous dire que Fittipaldi sera au volant de la Haas 2022 à Mexico et à Abu Dhabi en EL1. Bah oui, donc Haas, voilà, hein, ils vont faire rouler un jeune pilote aussi. Enfin, jeune pilote, il a déjà fait une course, mais bon. Deux même, fin 2020, en remplacement de Grosjean, effectivement, qui venait de s'éclater et qui avait failli brûler. Vif, n'est-ce pas? Je suis très heureux d'annoncer que je ferai les EL1 au Mexique et à Abu Dhabi. Je tiens à remercier l'équipe Haas pour cette opportunité. J'ai piloté la voiture en début d'année à Bahreïn. C'est incroyable d'avoir une nouvelle possibilité de me retrouver au volant de la VF22. C'est une voiture très rapide et j'ai hâte d'y être. Outre Fittipaldi, Haas va également faire rouler Giovinazzi dans sa voiture lors des EL1 à Austin. Mais ça, du coup, ça ne comptera pas pour les sessions jeunes pilotes, puisque lui, il a une grosse carrière déjà en F1. Enfin, beaucoup plus que Fittipaldi, on va dire. Ok, ah bah écoutez, Fittipaldi pour remplacer Mick Schumacher? Non, je pense pas quand même. Donc, est-ce qu'ils vont garder Mick ou pas? Ou est-ce qu'ils vont le remplacer par Giovinazzi? Je pense que ça va se décider suite aux essais d'Austin, hein, tout simplement. Je vous laisse commenter. Budget dépassé, Johnny Herbert demande des pénalités sévères. Car tout dépassement provoque un avantage. Mais bien sûr, il a raison. Nous ne savons pas exactement quelle est la situation actuelle. Espérons que nous le saurons bientôt. Mais je peux comprendre du point de vue du pilote. Vous vous donnez corps et âme pour essayer de réaliser les meilleures performances possibles dans le cockpit de la voiture, pour aller aussi vite que possible, puis vous entendez toutes ces rumeurs, selon lesquelles quelqu'un a peut-être trop dépensé. Et nous savons tous que si c'est le cas, il y aura un avantage. Bien sûr, lorsque cet avantage est quelque chose dont vous entendez parler et dont vous êtes peut-être au courant, ça rend encore plus difficile l'acceptation de certaines situations qui se sont produites dans le passé, ou qui se produisent actuellement. L'ancien pilote craint que la sanction ne soit pas appropriée, car selon lui, elle établira un précédent qui déterminera à quel point les équipes peuvent et doivent s'inquiéter d'un possible dépassement. Franchement, si c'est qu'une amende, j'invite les équipes qui peuvent le dépasser, le budget, à le dépasser. Que ce soit Mercedes, Alpine. Bon, Alpine sont un peu chauds au niveau budget, donc à mon avis, ils le dépasseront pas quoi qu'il arrive. Mais Mercedes, Ferrari, Aston Martin à la limite aussi, qui doivent avoir pas mal de pognon en réserve. McLaren éventuellement aussi. Donc ouais, toutes ces écuries-là vont pouvoir le dépasser s'il n'y a qu'une amende. Hein. Faut pas qu'il le dépasse au-dessus de 5%, quoi. En gros, c'est ça. Non mais c'est incroyable. Hein. Tout le monde s'est fait chier à respecter le budget pour être honnête et tout. Il y a qu'une seule équipe qui a dépassé le budget. Évidemment, toujours la même. Donc je continue. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un enfreint la loi, c'est ce qu'il aura comme pénalité qui comptera, car ce sera le précédent qui sera établi pour l'avenir. Ce sera la chose que les équipes regarderont parce que ça leur donnera ensuite la direction de ce qu'elles peuvent faire à l'avenir. Donc cela a une grande importance pour tout le monde ici dans le paddock, pour voir si c'est le cas exactement, quelle pénalité est imposée à une équipe particulière qui pourrait être jugée coupable de cela. Et selon le Britannique, il n'y aura pas d'autre choix pour la fédération que d'appliquer des sanctions sévères. Mais ils le feront pas. Il a raison, mais ils le feront pas. Il va falloir être sévère parce que c'est la seule façon d'essayer de l'éliminer et d'être dur. Ça signifierait que si nous en arrivons à ce point une fois de plus, la sanction sera sévère pour vous. Et j'espère que ce sera quelque chose qui viendra à notre rencontre parce que je pense que c'est ce que tout le monde attend. Bah, il va falloir de la transparence, de toute façon, les équipes de F1 vont pas laisser passer ça. Hein. C'est trop gros, là. Bon, moi je suis d'accord avec Johnny Herbert. Et vous? Et Ricciardo, qui sera absent sur la grille en 2023, mais pas pour une question d'ego. L'Australien n'a pas d'exigence irréalisable pour rester en F1. Alors, pourquoi il sera absent, du coup, si c'est pas une question d'ego? Ou alors personne vraiment lui a proposé de contrat, quoi. Officiellement, il reste encore 2 baquets chez Haas. Un chez Haas et un chez Williams, donc.
Mais l'Australien a désormais pour l'idée de rester sur la touche l'année prochaine. Le pilote âgé de 33 ans a par ailleurs confirmé qu'il ne se voyait rien faire d'autre que le F1, repoussant l'idée de se lancer en IndyCar en endurance ou en NASCAR. Mais en ne voulant pas rouler pour une équipe de fond de grille, Ricciardo n'a-t-il pas simplement laissé son ego parler pour lui? C'est pas du tout le cas, d'après son manager, qui estime au contraire que son pilote n'est pas suffisamment respecté. Rien de tout ça n'est une question d'ego, d'exigence irréalisable ou d'un manque de soudain d'opportunité. Nous parlons d'un homme qui a été malmené et qui cherche maintenant la prochaine opportunité. C'est beau. Le Honey Badger restera aussi proche que possible de la grille de la F1 en 2023, il n'est pas fini. Et comme nous l'avons vu cette saison, tout peut arriver. Ouais, bof. On va voir quand même. Bon, c'est mal parti, sa carrière à Ricciardo, je pense qu'elle a pris un coup là. Il sera pas titulaire, il n'a pas été officialisé en tant que pilote de réserve chez Mercedes pour l'instant, donc je sais pas ce que l'avenir lui réserve. On verra ça dans les prochaines semaines peut-être. Allez, ciao. La longueur du calendrier inquiète Max Verstappen. Je ne veux pas voyager presque toute l'année. Eh bien, cher Max, tu laisses ta place. Pour quelques courses au pire. Tu fais 7 ou 8 courses en moins, si c'est trop pour toi. Et tu laisses ta place à notre pilote, non? Je sais pas, moi. Si c'est trop pour lui, après tout. Il s'agit pas du nombre de titres que je vise, c'est aussi une question de qualité de vie. Nous allons assister à davantage de courses, j'ai un contrat jusqu'en 2028, j'aurai 31 ans. Donc si nous allons dans cette direction, avec de plus en plus de courses, est-ce que je veux vraiment continuer jusqu'à 35 ans? Probablement pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses plus amusantes que je veux faire en dehors de la Formule 1. Et je ne veux pas voyager presque toute l'année loin de ma famille et mes amis. Je me vois donc faire ça encore quelques années, bien sûr, jusqu'à la fin de mon contrat. Mais ensuite, je déciderai si je veux vraiment continuer à mener ce style de vie, car c'est très exigeant. J'aime être à la maison. J'aime vraiment être à la maison et être si loin souvent. C'est parfois un peu douloureux. Je me suis engagé jusqu'en 2028. Après ça, ça dépend de la façon dont les choses se passent. Comme je l'ai dit, je vais probablement essayer de faire quelques courses différentes. Aussi parce que c'est important d'essayer des choses différentes. Massa a arrêté sa carrière après 15 ans au plus haut niveau, avec une saison supplémentaire lorsque Williams a dû remplacer Bottas. Selon lui, Verstappen n'aura pas envie d'arrêter quand il sera au pied du mur. Je dirais que Max est maintenant facilement dans le top 5 de tous les temps, mais il peut être numéro 1. Il a tout le talent comparé à Ayrton Senna, Fangio, Schumacher, Hamilton, et il est à ce niveau. Ces questions sur la retraite à la fin du championnat sont toujours faciles à répondre comme ça, mais Max aime piloter. Il aime être dans la voiture, il aime la course et je ne le vois pas vraiment arrêter sa carrière à 31 ou 32 ans. Je pense qu'il va continuer. Ça dépend de comment les choses se passent, ça dépend de la voiture qu'il a, ça dépend de la possibilité qu'il a de se battre pour le championnat. Ça pèse beaucoup dans la décision de rester longtemps ou non. Ah bah oui, ça c'est sûr, s'il se traîne une brouette à partir de, 2025 jusqu'à 2028, oui, effectivement, ça va être compliqué pour lui. Et sa motivation va en prendre un coup. Voilà, alors les fans de Max, là, je sais qu'il y en a, Vous pensez qu'il va rester après 2028 ou pas, du coup? Allez, ciao.